On va y aller. Si on veut prendre, par exemple, des fois quelques interventions, puis après ça, Manon, si vous voulez intervenir après, pour éviter justement le dialogue unilatéral, on va fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y avait... Bonjour tout le monde. En fait, je pose cette question-là un peu à tout le monde. Là. Je me demandais pourquoi viser absolument le 50% de représentativité des genres dans les candidats. Y a-t-il pas un risque de sacrifier la qualité d'un candidat au nom de la représentativité? Là, je sous-entends pas qu'une femme est nécessairement moins bonne qu'un homme. Soyez pas gênés. Non. Parfait. C'est comme j'ai dit, comme on va faire la tendance homme-femme, s'il n'y a pas de femme qui veut intervenir par contre, je vais directement passer la place au micro. S'il y en a par exemple qui se questionnent sur le pourquoi on fait la tendance homme-femme dans les interventions, c'est tout simplement parce que pour favoriser une parité dans les interventions, plus souvent dans les débats politiques par exemple, on remarque souvent que les femmes sont peut-être socialisées aussi pour peut-être moins intervenir dans ce type de débat-là. Puis c'est souvent des hommes qui vont venir pas nécessairement monopoliser, mais des fois dans certaines situations, oui, monopoliser le débat. Donc pour favoriser la participation, on va faire alternance homme-femme. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je tiens à remercier Mme Massé pour son intervention. Pour ce qui est du rapport du féminisme, mon nom c'est Michel Latuvier, professeur de philosophie retraité du CR de Bécomo. Bon, OK. Donc, ce qui arrive dans ça, ce qui apparaît, c'est qu'on a qualifié, peut-être à tort ou à raison, les hommes le domaine de la raison, les femmes le domaine de l'émotion. Ça, au siècle des Lumières, on a privilégié la raison, ça s'en va, puis on se rend compte que ça l'a rendu, parce qu'en termes d'efficience, d'efficacité, c'est au nom de la raison. Dans l'enseignement, par exemple, l'approche par objectif. J'arrête là. Les femmes, ce vers quoi on va, on dit que c'est le monde de l'émotion, plus, peut-être que l'homme, que la raison est guerrière dans un sens, c'est lié à la volonté. On va laisser ça pour l'instant. Mais avec les émotions, probablement, ce qu'on constate, c'est que les femmes ont à apprendre aux hommes, puis qu'il y a un certain plaisir à apprendre des femmes à aller dans le sens d'apprentissage de la vie émotionnelle, si l'on veut. Là, OK? Fait que c'est ça, dans les écoles, d'après ce que j'ai cru percevoir au niveau secondaire, c'est que les plus jeunes apprennent plus, c'est-à-dire à exprimer leurs émotions. Je parle des jeunes garçons. Et est-ce qu'éventuellement, dans le cadre, moi je suis membre d'aucun parti politique au provincial, puis je suis membre du Bloc au fédéral. Mais peu importe, est-ce qu'il y aura peut-être, peu importe le parti, faire un inventaire de ce qu'il y a en termes d'enseignement, parce qu'on dit bien les choses passent par l'école, à ce moment-là, où ça nous est rendu dans l'apprentissage de l'échange émotionnel, puisque c'est peut-être ça que le féminisme, finalement, on se rend compte qu'il nous apporte. Et ensuite, ben, selon l'état ou le compte-rendu ou le rapport d'un inventaire, accentuer ce processus-là pour atteindre quelque chose de nouveau. Merci. En tant que futur sociologue, c'est pas moi qui vais nier qu'il y a une différence dans la socialisation des hommes et des femmes, là, vraiment pas, au contraire. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? Let's go les filles, là! Donc, moi, Pascal Lévesque, je vais vous le dire tout de suite, je suis contre le principe de parité 50%, 50%. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Parce que moi, qui me définis en tant que féministe, personnellement, mon but, c'est que les femmes et les hommes aient toutes les mêmes chances. Moi, je veux valoriser la compétence. Je veux que mes élus, ce soient des gens qui soient compétents, qui soient capables de faire leur travail comme du monde. Si c'est une femme, si c'est un homme, ou un transgenre, ou un bisexuel, je m'en fous. Je pense que c'est la personne qui est la plus apte à me présenter. Je vais voter pour elle. Pourtant, je pense qu'il y a encore des inégalités chez les femmes. Là, on le voit bien, là, on l'a bien vu récemment avec le petit scandale du Parlement. Mais tu sais, je veux dire, je pense que le 50%... Je me pose d'ailleurs la question à propos du 50%, ça n'infantilise pas un peu les femmes. Tout comme il y a des métiers, comme dans le domaine de l'éducation, les hommes ne sont pas en tout valorisés. Il y a beaucoup plus de femmes. Puis on essaie d'amener plus d'hommes dans les facultés d'éducation. Puis il y a d'autres domaines comme la communication où est-ce que les hommes sont nettement en infériorité aussi. Puis c'est ça que j'ai remarqué. Fait que le but, c'est d'assurer une équité, je pense, d'après moi. Pas
nécessaire, puis que tout le monde ait les mêmes chances, que tout le monde puisse faire les mêmes choses, sans aucun préjugé. Je pense que c'est ça le but. Je vais me déplacer dans le fond parce que... Merci. Mon nom, c'est Lauriane. Moi, dans le fond, je crois que ce serait plutôt important de chercher à atteindre la parité de 50% en ce moment. Parce que, bon, d'abord, moi, je crois que les femmes ont toujours à faire face à beaucoup plus d'obstacles que les hommes en ce moment pour atteindre que ce soit des postes au niveau politique, dans les grandes entreprises, des postes de direction, peu importe. Donc, d'une part, je crois que c'est important de faciliter la rentrée dans ces postes-là et je ne crois pas que ce soit infantilisant parce que d'emblée, elles ont plus d'obstacles à franchir. D'autre part, je pense que c'est important de vraiment favoriser la participation des femmes parce que ça va donner pour les générations futures des modèles. Donc oui, ce serait très bien qu'un jour, dans un monde idéal, ce soit seulement sur la compétence et qu'on n'ait pas du tout à soucier de cette question-là, mais en ce moment, on doit s'en soucier. Je pense qu'une des meilleures façons que justement notre société réalise que les femmes peuvent occuper des postes de gouvernance avec compétence, ce soit d'en mettre plus au pouvoir puis montrer qu'elles sont compétentes. Il y avait une main levée dans ce coin-là ici. Oui, je me suis trompée. Allô? Allô? Tu peux passer le bouton en dessous, sinon. Viens, un petit point. Allô? Ben, j'ai trouvé la dernière intervention vraiment pertinente parce que, dans le fond, dans ma réflexion, du moins par rapport au genre, en fait, je me suis rendu compte que, justement, je voyais très, très peu de distinction entre l'homme et la femme. Lorsque je parle à un homme ou une femme, en fait, je ne m'aperçois pas que je parle à un genre, je m'aperçois que je parle à des personnes. Puis c'est à ce sens-là que parfois je me sens mal à l'aise justement avec la discrimination positive, dans le sens où c'est les personnes qui devraient être valorisées. Toutefois, comme la personne qui vient de le mentionner le dit, c'est puisque dans les faits, les femmes ne participent pas assez, on dirait c'est comme le fait d'avouer qu'on a besoin de discrimination positive, c'est comme d'avouer d'une certaine façon, c'est comme avouer notre infériorité d'une certaine... C'est difficile à formuler, là, mais du moins, c'est à ça que j'ai peur lorsqu'on parle beaucoup de discrimination positive. C'est surtout de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, puis pour quelles raisons est-ce qu'on a besoin de ça? Puis est-ce que c'est pas de nous montrer comme être inférieur que d'avoir besoin de règles pour ça? Puis je trouve ça un peu triste. Mais c'est une question pour les gens. Parfait, c'est bon. Souvent aussi, comme juste pour rebondir là-dessus, peut-être des fois aussi faire avancer la discussion à ce sujet-là, il y a plusieurs, au niveau du féminisme, il y a plusieurs, par exemple, personnes qui vont soutenir que justement de vouloir comme à tout prix, par exemple, dire « Ah, les femmes, allez-y », ça revient tout le temps à aussi mettre le poids de la participation sur le dos des femmes, tandis que souvent, c'est aux personnes qui vont être en situation de domination, dans ce cas-ci, par exemple, les hommes, de step back et aussi de laisser la place dans ces situations-là, et non de nécessairement mettre tout le poids sur « Allez-y, les femmes, présentez-vous », tandis qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes de socialisation, de rapports sociaux, qui font en sorte que les femmes ne vont pas nécessairement se présenter en politique. On peut passer le micro vers ta droite. Il y avait une personne qui avait levé la main dans ta rangée. Bonjour. Bonjour. Diane Auberson-Lavoie. J'aime dire le nom de la personne qui parle. C'était juste, j'ai l'impression là, qu'on parle... en fait, dans mes cercles, moi, quand on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de la femme. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que le féminisme, c'est pas parler de la femme, c'est parler de l'équité des genres. Pour donner un exemple très concret d'apparité homme-femme, dans mon programme de cégep, on était majoritairement des filles. Et en fait, on avait le problème contraire, les gars n'osaient pas parler. Ça peut paraître étrange, mais c'était le cas. Et on a instauré la parité homme-femme dans les débats. Les gars se sont mis à parler, ce qui était vraiment intéressant. C'est juste dire que quand on parle de féminisme, on veut s'attaquer à la racine du problème des différences hommes-femmes. Pas juste de ramener les femmes au niveau des hommes, parce qu'il y a aussi des problèmes
qui s'attaque aux hommes. Par exemple, pourquoi est-ce que les femmes ont le droit de porter un tuxedo et les gars ne peuvent pas porter de jupe? Ben, c'est du féminisme aussi. C'est du féminisme aussi. C'est ce que je voulais ajouter. Bon, j'ai le droit d'une petite réaction, mais je vais retenir votre main, continuez, c'est intéressant. J'aime ça, Diane, quand tu nous rappelles qu'être féministe, c'est pas être contre les hommes. Hein? C'est que dans le fond, c'est de vouloir ramener qu'on est né égaux et égal. Et donc, par conséquent, c'est cette quête d'égalité. Sur les règles, que ce soit de la discrimination positive à l'emploi, que ce soit des règles de parité au niveau politique, etc., je m'arrêtais surtout sur... en fait, j'ai envie de vous dire différentes choses. Premièrement, tu parlais, Camille, de socialisation. C'est sûr que dans mon monde idéal, moi aussi, tout ça, on n'a même plus besoin d'en parler. C'est fait, puis on réfléchit à d'autres choses, on s'amène tout le monde plus loin, parce que effectivement, on a déconstruit ce que la socialisation nous a inculqué à notre insu. On a réfléchi à partir des lunettes des différents genres, des différentes oppressions, etc. Ça, c'est dans mon monde idéal. Concrètement, la place publique, la sphère publique, c'est une place qui est occupée par le genre masculin depuis la nuit des temps. La place domestique est occupée par le genre féminin depuis la nuit des temps. Pour toutes sortes de belles considérations qu'on est capable de se dire, c'est juste que du jour au lendemain, ça ne se transforme pas. Et je vous donne un exemple. L'Assemblée nationale. Moi, c'est plutôt évident, je vois ça aller et je me dis, hop là. De la façon que ça marche, là, c'est pas compliqué. Si tu parles fort, là, la salle va t'écouter. Puis plus tu vas monter le ton, plus tu vas être applaudi. C'est ça, cette affaire-là. Mais je ne suis pas surprise. Je ne suis pas outrement surprise, puisque, jusque là, à peine 60 ans, il n'y en avait pas de femmes à l'intérieur du Parlement. Aujourd'hui, on est capable de se lever et de demander au président de l'Assemblée de faire descendre le ton. C'est recevable. Je suis certaine que Mme Casgrain n'était pas capable de faire ça. Ça n'avait pas de sens. On a donc collectivement cheminé à travers ça. Mais on est 60 ans plus tard et c'est encore de même, ça marche. C'est pourquoi je vous dis ça, c'est parce que, et c'est, à mon sens, ni pour discréditer un ou l'autre des genres. C'est pour dire qu'il y a des pratiques qu'on a développées à travers, et moi je ne parle pas de 100, 200 ans, là, je parle de millénaires d'expérience. Tu sais, on va, puis je fais des gros traits, là. Tu sais, on dit, bon, par exemple, Michel, tu parlais de l'intelligence émotionnelle versus une intelligence plus rationnelle, etc. Ben, tu sais, quand tu es domestiqué, quand tu es à la maison pour t'occuper des enfants, t'occuper des aînés plus... là, je retourne là quelques centaines d'années, des aînés qui ont des problèmes de santé, etc., etc. C'est évident que tu écoutes le monde, hein, parce que tu es bien collé les uns sur les autres. Hein. Versus, puis là je fais encore des gros traits, tu t'en vas à la chasse, puis là, ben, la stratégie pour chasser, c'est pas compliqué, c'est pas... il y en a 2, 3 qui partent par là, 2, 3 par là, 2, 3 par là, et c'est le silence. Parce que si tu parles, ben, tu vas faire fuir l'animal. Ça, là, répété ad nauseam pour notre survie de l'humanité, on transpose ça avec plusieurs années de pratique. Je pense qu'on, sans s'en rendre compte, on reproduit, c'est ce qu'on appelle, j'imagine, la socialisation, on reproduit un certain nombre de comportements sans des fois même s'en rendre compte. Les femmes, ça c'est une professeure d'université à Ottawa qui a fait une étude pour essayer de comprendre s'il fallait avoir des règles de parité, etc., et d'essayer de comprendre mais pourquoi les femmes ne se présentent pas en politique. Puis un des constats qu'elle a fait, c'est tu approches un homme pour lui demander s'il se présente à la politique, il te dit oui le jour même. Hein, tu veux-tu te présenter comme candidat dans tel comté? Il te dit oui le jour même.
pas moi qui le dis, là, c'est Manon Tremblay. Une femme, il va falloir que tu te reprennes à 7 fois. Pourquoi? Ben, c'est sûr que quand on regarde ça d'un petit peu plus loin, on se rend compte que qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont valorisés en politique. Justement, comportement de on sait c'est comment ça marche, on occupe l'espace public, les médias nous courent après. C'est des espaces que nous n'avons que très peu expérimenté, les femmes. Et comme n'importe qui, ben non, peut-être ça ne dérange pas, mais comme une bonne partie du monde, on a ça avoir l'air fou. On a ça se tromper quand on parle. Pourquoi? Ben parce que quand on se trompe dans ce monde-là, très guerrier, tu te trompes, voilà mon occasion de te planter. Pas mon occasion de t'accompagner pour que ton idée vienne contribuer à ma réflexion. Pour te démontrer que dans le fond, tu ne vaux rien. Ton idée vaut rien, à la limite, s'ils sont faits. À la limite. Je ne suis pas en train de dire que c'est des comportements exclusivement masculins. Ça, vous m'entendrez jamais dire ça. Je peux vous le dire, je le confronte à chaque jour à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on pourrait, dans notre espace public, pour faire en sorte qu'on change quelque chose réellement au rapport et que ça devienne réellement intéressant pour tout le monde, pas parce que je veux forcer 50% des femmes à être à l'Assemblée nationale, parce que je veux qu'il y ait des femmes qui sentent qu'elles sont légitimes d'y aller, même si on n'a pas le même type de comportement, même si on peut concevoir où on a des intelligences différentes. Moi, je n'embarque pas là-dedans, là, mais même si tout ça, c'est juste de sentir que je suis légitime. Juste l'alternance de micro, c'est intéressant. L'expérience que Diane disait dans un groupe majoritairement féminin, si on ne fait pas l'alternance, les gars ne se sentent pas légitimes. J'ai eu quasiment envie de te demander si tu es étudiant en travail social. C'est ça? Non? OK. Alors, doit-on mettre des règles pour forcer? Hein? Vous avez parlé, il y a 2 personnes qui ont parlé. Moi, je veux voter pour de la compétence. Je ne veux pas voter parce que je n'ai pas le choix. Il y a des règles, là. Moi, je pense qu'il y a des femmes et des hommes compétents pour faire des métiers de représentation. Il y en a plein. C'est juste qu'il y a une partie, puis ça, il va falloir en prendre acte un moment donné. Il y a à peu près une partie de la moitié de la planète qui ne se sentent pas légitimes. Pas parce qu'on leur dit que tu n'es pas légitime, mais oui, des fois on leur dit, mais l'ensemble de comment c'est organisé. Puis là, je vais aller aussi simple qu'il n'y a même pas 10 ans, 15 ans, il n'y a même pas 15 ans, l'Assemblée nationale siégeait la nuit. Quand tu, comme femme, es responsable majoritairement, pas chaque femme, encore des tâches domestiques, de prendre soin des enfants, l'éducation, etc., c'est sûr que de taper l'Assemblée nationale jusqu'à 2 heures du matin, là, c'est pas drôle. Maintenant, ils ont le droit de le faire seulement 2 semaines par année. 3 semaines par année. Mais voilà le genre d'affaires où, quand, à cause de la socialisation, à cause du développement, les gars n'avaient pas à se préoccuper à savoir on peut siéger jusqu'à 3 heures du matin. C'était pas un problème parce que, historiquement, c'était pas principalement eux autres qui s'occupaient des enfants. Mais c'est sûr que plus que tu as de femmes à l'Assemblée nationale, à un moment donné, eh bien là, les femmes vont dire wow, attention, là, vous prenez des décisions pendant que nous autres, on n'est pas là. Pas parce qu'on n'est pas compétentes, mais parce qu'on fait aussi autre chose. Donc, notamment, s'occuper de façon gratuite de l'économie domestique. Fait que, moi, je ne suis pas une pro, il faut des règles, etc., etc. Québec solidaire, on s'est mis un défi. Parce que c'est un défi. Si on veut qu'il y ait 50%, ça veut dire 63 candidates féminines à la prochaine élection, il faut commencer dès maintenant, aujourd'hui, à approcher des filles qui peut-être vont nous répondre pour l'élection de 2018 ou sinon pour l'élection suivante. Je voudrais bien que ce soit différent. Malheureusement, on en est encore là. Mais il y a des choses qui pourraient largement faciliter ça. Et là, on parle de compétences. Par exemple, si on avait un mode de scrutin qui fait en sorte qu'on élit des gens comme on le fait actuellement dans notre circonscription,
mais qu'il y a aussi des candidats, des candidates de liste qui sont élus à la proportion. Et que là, les partis, en fonction des compétences des gens, sur leur liste, font une alternance homme-femme. Ben, c'est fou, tu viens d'augmenter de façon substantielle ta représentation féminine. Parce que l'espace public appartient depuis des millénaires aux hommes. Et ça, si on ne reconnaît pas ça en partant, ça va aller mal rendu au bout. Puis une fois en plus Des fois que les femmes décident de s'embarquer en politique, il y a aussi toute la question de le traitement médiatique qui est réservé aux femmes qui s'embarquent en politique. Là. Je pense que ça, on pourrait s'en parler longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bonjour, je me présente, Anne-Julie Asselin, étudiante en anthropologie à l'Université Laval. Ce que j'aimerais apporter comme réflexion ce soir, c'est que le mouvement féministe est un mouvement social à la base, donc toujours en train de se redéfinir. Puis ce que je constate, c'est que les limites, les frontières sont tellement plus claires aujourd'hui, le combat est disparate. Donc, il y a toutes les études de genre, les études queer, puis les hommes aussi qui rentrent dans le mouvement. Donc, on a vraiment, on a le goût que la domination cesse, que les jeux de pouvoir cessent, mais je crois que les discours sont trop éclatés. On vit dans un féminisme pluriel, puis on est dans l'obligation de se redéfinir, puis peut-être aussi de se diviser pour pouvoir mieux lutter. Tu sais, diviser les pouvoirs, puis c'est mort. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Sur la question genre de un féminisme, bien des féminisme, qui est souvent aussi comme une théorie qui est abordée par plusieurs penseurs. On a parlé aussi tantôt, peut-être pour relancer la discussion, là, des conséquences, par exemple, des mesures d'austérité du gouvernement sur les femmes en particulier, comment ça va affecter, par exemple, plus particulièrement les mères monoparentales, les mères aux études, les femmes, en fait, dans le milieu de la santé, tout ça. Je sais pas si c'est des travailleurs, des travailleuses parmi vous dans le milieu de la santé, des étudiants, des étudiantes qui vont être directement touchés par les compressions, puis comment ça va affecter les femmes. Fait que peut-être lancer aussi le débat là-dessus. Je m'appelle Lucie Desrochers. Par rapport aux compressions, c'est peut-être un peu plus indirect que la question des services, mais Madame Massé, vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup travaillé dans le mouvement des femmes. Vous savez à quel point le mouvement des femmes a travaillé fort pour s'intégrer dans des organismes de concertation régionale, entre autres, et ça, c'est attaqué actuellement. Ça, c'est toujours au nom de l'équilibre budgétaire. Moi, je pense qu'en démolissant là, les CED, les CRI, qui sont des lieux de concertation, je pense que c'est un coup dur au travail du mouvement féministe. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Merci Lucie. Oui, absolument, tu as bien raison. Puis notamment tout le travail qu'on a fait autour de la question de l'économie sociale. C'est fascinant, je vous fais une petite histoire très courte, c'est-à-dire que à la fin des années 90, on était en train d'ailleurs de marcher pour la marche du pain et des roses. On fait un constat, les gouvernements, à chaque fois qu'ils investissent de façon massive, et c'est vrai, la même chose là, pour le plan Nord, mais ça a été vrai là, dans l'histoire des 20 dernières années au Québec, au Canada, le gouvernement veut relancer l'économie, qu'est-ce qu'il fait? Il investit de façon massive dans le béton. Puis historiquement, le béton, pour toutes sortes de raisons, c'est particulièrement des jobs de gars, et c'est particulièrement des jobs bien payés. On n'aime pas ça, on aime ça être bien payé dans la vie. Le défi, c'est qu'à chaque fois qu'on demande d'investir dans un job de filles, donc les services publics, etc., là, il y a toujours une réticence. Là, c'est comme si ça nous coûte cher. C'est fascinant d'entendre parler à l'Assemblée nationale comment ils se vantent d'investir 11 milliards pour le plan Nord, à construire des routes qui vont servir à des entreprises qui vont faire de l'extraction pour aller transformer les minerais dans un autre pays. Alors, nous, tout ce qu'on va avoir fait, c'est avec nos taxes et nos impôts à nous, on va, augmenter la dette, ça j'ai oublié de le dire, mais avec nos taxes et nos impôts à nous, on va s'assurer de la job un peu partout à travers la planète, sauf ici au Québec. Dans le mouvement des femmes a donc pris acte de ça et en 1995 a exigé du gouvernement, dans la lutte à la pauvreté, d'avoir justement enfin un investissement massif en économie sociale. C'est surprenant. Le gouvernement dit oui, investit de l'argent. Et là, le mouvement des femmes est rentré là-dedans. Parce que là, l'économie sociale, on connaît ça. On fait ça depuis longtemps.
Et on s'est donc mis un peu le nez là-dedans. On a investi ces lieux de concertation, globalement souvent imposés par le gouvernement, mais on les a investis. Ça fait 20 ans à peu près maintenant, à travers les CRI, à travers les CLD, comme le disait Lucie. Mais là, le gouvernement, qui en même temps ne cesse de répéter qu'il va créer 250 000 emplois, qui même quand on en parle 68 000, dit non, on va en créer encore 250 000, est en train de déstructurer les outils et les moyens qu'on s'est donnés, en plus de s'attaquer à la fonction publique et au service public, s'attaque aussi aux outils qu'on s'est donnés. Et probablement que le plus grand affront dans l'attaque au CLD et au CRI, ça va être, parce que ça, on ne sait pas où que ça va aller, c'est les enveloppes d'économie sociale, qui ne sont pas de très grosses enveloppes, honnêtement, mais qui font des choses extraordinaires. Et moi, je m'amuse toujours à dire que si le Cirque du Soleil n'avait pas eu de subvention au moment de sa création, comme organisme sans but lucratif, aujourd'hui, ne sait pas ce qu'il est rendu. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des intuitions en même temps au service de leur communauté qui fait que c'est générateur d'emploi. Fait que oui, tu as raison, Lucie. Et là-dessus, c'est plate, mais ils ne reculent pas. Il n'y a aucun endroit qu'on arrive à les faire reculer d'un iota. Puis quand on pose des questions sur l'économie sociale, on n'a pas de réponse. Ils disent toujours, on ne coupe pas, on ne coupe pas, on ne coupe pas, mais on sait qui coupe. Ouais, si je peux me permettre là-dessus, je pense que c'est vraiment tous et tout ensemble qu'il va falloir les faire reculer un moment donné, là. Depuis le début de l'année, c'est dans les CPE aussi, là on parle de féminisme aujourd'hui, tu sais, les CPE, d'ailleurs, qui en ce moment, tout le système en fait d'universalité des CPE qui est remis en question, le régime québécois d'assurance parentale, c'est toutes des mesures qui touchent directement les femmes, des coupures de 600 millions en santé, 200 millions en éducation, 211 millions en aide sociale, puis 11 milliards de l'autre côté, justement, dans le plan Nord. C'est sûr que c'est toutes des mesures qui touchent plus directement les femmes, mais qui nous touchent tous et toutes aussi ensemble comme citoyens, comme citoyennes. On parlait aussi, par exemple, de la santé, le projet de loi de la réforme en santé qui va tout venir couper dans le volet prévention de la santé. On s'entend qu'un $1 investi en santé n'en remporte 4 à l'État, puis actuellement, ils veulent aller couper 200 millions de dollars. Donc, on va voir ce que ça va faire à long terme. Hein? Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Bonjour. En fait, disons qu'il y a quelque chose, il y a en périphérie pour au centre, en périphérie, pour les entreprises, pour l'extérieur, pour faire des explorations dans l'histoire de l'humanité, c'est les hommes. Au centre, le pouvoir, c'est la femme qui l'a. Dans le couple, en général, le pouvoir, il est féminin. Okay? On a déjà dit au Québec, on était dans la société matriarcale, peut-être pas tard. Dans l'achat d'un automobile, d'une automobile et d'une maison, qui a prioritairement le dernier mot sur l'achat, ce sont les femmes. Bon. Fait que ça, c'est la contrepartie. C'est une description du tableau. Et tantôt, ce que j'ai dit, peut-être j'ai été mal compris, c'est que les potentialités peuvent être égales, sauf qu'il y avait la répression des émotions chez les hommes. Ça se traduisait couramment parce qu'on disait les hommes, par exemple, pleurent pas, ils retiennent les émotions pour différentes raisons, alors que les femmes, certains peuvent dire, ils pleurent comme ils veulent. Fait que ça c'est l'autre côté de la médaille. Ce qui arrive, c'est que je constate, à un moment donné, j'étais à Bécomo, il y avait une serveuse dans un bar, puis elle avait un tatouage sur son épaule, c'était marqué, il y avait le mot émotion sur le tatouage, on voulait dire l'expression des émotions. Parce que c'est dans ce sens-là que ça va. Fait que là, j'arrête de parler présentement, je renvoie à la première intervention que j'ai faite. Des femmes, d'ailleurs. Oh, faut que tu passes en dessous. Oui. Oui. Sur ce qui vient d'être dit, puis la fameuse société matriarcale, le fameux Québec matriarcal, en fait, je pense que c'est plutôt un mythe. Puis lorsque, souvent, il y a beaucoup d'humoristes aussi qui parlent, c'est comme un sens commun, en fait, la société matriarcale au Québec, pardon. Puis, en fait, je pense qu'il est important de comprendre là-dedans, c'est que si, souvent, il y a des hommes qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont comme bossés, mais c'est strictement parce qu'ils sont bossés à la maison. Parce que les femmes, leur place, qui est définie dans la société, je veux dire, qui est définie par la société, c'est la maison, c'est comme on disait, c'est encore elles qui
qui font la majorité du travail domestique, du travail qui s'occupent des personnes en difficulté, des personnes âgées, qui font ça gratuitement. Donc, comme c'est les femmes qui s'occupent de ce travail domestique-là, ben, c'est elles qui en ont un peu le contrôle. Donc, si les hommes se sentent bossés, justement, quand ils sont chez eux, puis qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans une société matriarcale, c'est précisément parce qu'ils sont dans une société patriarcale, parce qu'ils sont dans une société qui enferme les femmes à la maison. Fait enfin, c'est juste, je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Là. Oui. Ben écoutez, je pense qu'on parle de lutte féministe. On dit qu'il faut intégrer les hommes à cette pensée-là, à ce projet-là. Je pense que si les hommes sont pour se rallier à la cause des femmes, ben ils ne sont pas obligés d'imposer leur grille de lecture non plus. T'sais. À un moment donné, moi je pense que c'est important, si on veut s'inscrire en tant qu'homme dans une optique féministe, de ne pas se réapproprier le mouvement pour, en fin de compte, juste défendre nos intérêts qui seraient, en dernière instance, plus importants que ceux des personnes qu'on prétend défendre, puis pour lesquelles on revendique. Là, je veux dire, on parle notamment de matriarcat. Bon, je rejoins tout à fait mon collègue Charlot quand il mentionne que c'est un mythe. Écoutez, c'est pas les hommes présentement qui sont affectés négativement par la symétrie salariale, c'est pas les hommes présentement qui ont peur de se promener dans la rue la nuit à cause des agressions sexuelles. Je veux dire, c'est définitivement pas eux présentement qui sont touchés par cette mentalité-là, à ma connaissance. Et puis quand on parle que les femmes seraient davantage du côté de l'émotion, puis les hommes du côté de la raison, ben c'est un partage patriarcal qu'il faut contester. Je pense qu'il faut s'y attaquer. Puis c'est pas vrai que les hommes s'expriment pas. Je pense que traditionnellement, on nous apprend soit à refouler l'émotion ou à l'exprimer violemment. T'sais. Puis il faut être capable de s'attaquer à ça. Parce que c'est la base d'un rapport asymétrique entre les hommes et les femmes. Les femmes qui sont encore aujourd'hui les principales victimes de la violence conjugale. Puis je pense qu'il faut faire attention quand on parle d'émotion masculine. On parle de la violence conjugale puis on va dire que c'est une perte de contrôle. C'est parfaitement faux. Je veux dire, un homme qui perd le contrôle là, quand sa femme, pour une raison ou une autre, l'énerve, ben pourquoi qu'il ne le ferait pas avec un flic puis avec son patron? En dernière instance, la violence conjugale, c'est une prise de contrôle puis il faut être capable de l'avoir comme tel. Fait que je pense que c'est important quand on est féministe, ben on admet que les hommes, on est porteurs de privilèges, puis que ces privilèges-là, ben on doit les inscrire dans une optique de ce que les Anglo appellent le disempowerment, c'est-à-dire de réduire la portée des privilèges qu'on porte, tant au niveau du discours que dans les actes qu'on peut porter, puis de la manière dont ça va être réinterprété par l'ensemble de nos comparses. Donc, c'est l'intervention que je voulais faire aussi. Puis, pour compléter un peu ce que vous avez dit, les femmes se sont tellement battues, surtout au Québec, ça a été une lutte sans fin, puis ça l'est encore aujourd'hui, parce que les droits ne sont pas encore tous acquis. Pour avoir des droits vraiment basiques, dont celui de voter, entre autres, que dès que maintenant on l'a, puis on ose parler, on ose, je veux dire, contredire certains points dont on n'est pas d'accord, que là, les hommes, tout de suite, se sentent attaqués pour dire qu'on est une société matriarcale, je veux dire. Pour moi, ça fait aucun sens, puis c'est justement, vous avez donné l'exemple, monsieur, de la femme qui a le mot à dire sur l'auto, ben, honnêtement, sans manquer de respect, je pense pas que c'est une représentation, je pense pas que c'est un argument valide pour dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on est une société matriarcale, puisque si on regarde à une plus grande échelle, en effet, les femmes sont encore victimes d'inégalités salariales, etc., etc., ce qu'on a discuté. C'était juste pour compléter un peu vos points. Puis, c'est tout. On s'entend ça? Oui, ça va. Je m'appelle Pierre, je suis étudiant en sociologie à l'Université Laval. Puis, une des choses qui m'a interpellé sur l'affiche, je sais que c'est une petite affaire de design, mais il y avait des campagnes de filles qui, sur Twitter ou whatever, Facebook, là, ces médias sociaux-là, qui s'affichaient comme étant anti-féministes ou du moins non-féministes. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce que une des explications qu'on donne à ça, c'est la société patriarcale les a convaincus que le féminisme est mauvais, ou l'autre explication qu'on donne, c'est les avancements du féminisme sont suffisants, maintenant on n'a plus besoin de ça. Qu'est-ce que l'Assemblée pense de ça? Parce que moi, en tant qu'homme qui constate qu'il y a encore des rapports de domination dans mon environnement, ne serait-ce que, par exemple, le chum de ma mère, qui, lorsqu'on lui dit qu'il est dominateur, par exemple, il ne le reconnaît pas, et ma mère non plus ne pas le reconnaître. Donc je me dis, on a encore besoin du féminisme pour répondre à cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au mouvement de femmes qui refusent que le féminisme parle en leur nom?
Comme ça? Oui. Bonjour, mon nom c'est Lauriane. Moi, je crois qu'une des solutions par rapport à justement des femmes qui n'acceptent pas le féminisme, des choses comme ça, ce serait de vraiment essayer de faire en sorte que l'image du féminisme se soit vue comme le fait qu'on prend conscience du fait qu'il y a une oppression et non qu'on pointe un affaiblissement, une faiblesse. Donc, dire que les femmes ont besoin qu'on lutte pour leur cause, c'est pas de dire qu'elles sont faibles et qu'elles sont pas capables de prendre leur place. C'est de dire qu'en ce moment, elles sont opprimées et c'est une injustice. Donc, je pense que ce serait vraiment important de montrer la distinction. Pour continuer dans la lignée de Lauriane, quand on dit qu'on est féministe, en général, il y a toujours un préjugé qui vient avec. Puis ça c'est la base de tout. Là. On dit qu'on est féministe, on est enragé. Automatiquement, on est des enragés qui n'aiment pas les hommes et qui sont contre les hommes. Alors, juste cette image-là du féminisme, il faudrait qu'on change, qu'on se rende compte que le féminisme, c'est les hommes et les femmes, c'est tout le monde ensemble. On est juste deux genres, ça permet des transgenres aussi. On s'entend qu'on est juste des femmes et des hommes. Fait qu'on est juste deux, on peut-tu essayer de s'entendre après des millénaires de domination? Oui, donc, bonjour, merci beaucoup Madame Mancé. Je m'appelle Clovis, petit copain de Diane qui était là tantôt. Je le dis parce que je suis très admiratif d'elle. Je suis un homme féministe. Le féminisme est très important pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur, mais mon adhésion au féminisme n'est pas toujours allée de soi, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de justice sociale, je comprenais qu'il y avait un problème là, qui touchait les femmes, je comprenais qu'il y avait de l'oppression, mais dans mon souci constant de pensée critique, je prêtais l'oreille aux critiques du féminisme, et notamment au masculinisme, à beaucoup d'hommes aussi qui s'attaquent au féminisme notamment en faisant ressortir les problèmes qui affectent spécifiquement la condition sociale des hommes. On peut penser par exemple à la répression des émotions, puis à toute la pression de ce qu'on appelle l'hétéronormativité, donc la répression de tous les comportements qui vont amener un homme à se faire traiter de tapette et autres par ses amis, tout ça. Et en tant que jeune homme, évidemment, je constatais l'existence de ces problèmes-là. Et j'essayais de balancer ça dans ma tête pour l'intégrer dans une théorie du féminisme qui serait juste pour tout le monde. Et pendant longtemps, la manière que j'ai trouvé de répondre à ça, c'est tout simplement de dire qu'on ne combat pas une injustice par une autre. Je voyais qu'il y avait des injustices qui touchaient les hommes en tant qu'hommes, des injustices qui touchaient les femmes en tant que femmes, et qu'on devait les combattre séparément en tant qu'injustice distincte. Et tout ça a changé du jour au lendemain, dans un grand moment de lucidité, et peut-être que les hommes ici ont vécu la même chose, quand moi j'ai constaté que les problèmes qui affectent la condition masculine, qui sont bien réels, découlent du même système de représentation sexiste des genres qui oppresse les femmes. C'est-à-dire que le même système qu'on appelle patriarcat, qui oppresse les femmes, fait également peser une pression indue sur les hommes en tant qu'hommes. Et quand j'ai réalisé ça, que les deux appartenaient à une même injustice, que ce n'était pas deux injustices autonomes, j'ai automatiquement vu ce qui clochait dans les mouvements masculinistes, dans les discours de tous ceux qui disent que le Québec est une société matriarcale. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu mieux leur répondre. C'est pas vraiment une question, c'est une intervention pour vous exprimer mon cheminement par rapport au féminisme. Et je me disais que peut-être certains hommes apprécieraient d'entendre ça. Merci. Laissez-la allumer. Là, ça me... Faut garder l'ordre. Bonjour. Ok, non, il fonctionne plus. Excusez-moi. Ben, je peux parler assez fort. En fait, je réalise l'importance des mots dans ce débat. Et je me demandais qu'est-ce que vous pensez quand on parle d'hommes féministes. Est-ce qu'on devrait parler plutôt de pro-féministe, du fait que je soutiens la cause féministe? Je pense que on ne veut pas, en tant qu'homme, trop se mêler de trop prendre la parole, parce que prendre la parole, c'est justement empêcher d'autres femmes de se lever pour ce mouvement. Puis moi, ça me rend mal à l'aise de parler justement d'hommes féministes. Je pense que je préfère me dire que je soutiens cette cause-là ou que je suis pro-féministe. Il y a effectivement beaucoup de débats justement dans les milieux féministes à savoir est-ce qu'un homme peut réellement se dire féministe, pro-féministe, quelles sont justement comme les différentes formes de féminisme.
Puis, quelqu'un, tantôt, tu mentionnais, le féminisme est en constante évolution, mais justement, je pense que ça fait partie justement de ces théories qui évoluent toujours, avec aussi la déconstruction des genres, quelle est la place justement des hommes, des femmes, est-ce qu'on parle en termes de binarité, ou on parle seulement comme de personnes, de genre, tout ça. Fait que c'est sûr que comme au niveau du féminisme, moi je pense aussi que c'est important de voir ça comme un mouvement qui est intersectionnel aussi. C'est sûr qu'au niveau, quand il y a des femmes féministes, c'est sûr que tu sois une féministe noire, que tu sois une féministe autochtone, que tu sois une féministe blanche, tes revendications, ta priorité ne seront pas les mêmes non plus aussi. Fait qu'il faut prendre ça en compte que le féminisme d'une femme ne sera pas pareil à celle qui va être à côté d'elle, parce qu'on est toutes et tous comme féministes pour différentes raisons. C'est différentes raisons, c'est différents vécus qui vont nous pousser à nous dire féministes. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont se réveiller un bon matin et dire « Moi, je suis pour l'égalité des genres, donc je vais être féministe ». Je pense que c'est aussi un processus, une conscience justement qui se développe par ton vécu, par justement ton apprentissage du féminisme. Puis pour cette question-là, justement, les mots de vocabulaire, c'est plusieurs débats qui, dans le milieu féminisme, sont très justement entendus, comme il y a d'autres débats dans le milieu féministe qui font rage. Là, je dirais au niveau, par exemple, de la prostitution, c'est aussi une question qui est très touchée dans le milieu féministe, à savoir est-ce qu'on est abolitionniste ou pas. Puis, donc, tous ces milieux-là, justement, qui viennent poser ces questions-là. C'est la performance de Air Micro. Ouais. Excusez. Oh my God. Excusez, pardon. On t'a tout très bien entendu. Moi, je dis pas. Avec passion. J'ai envie de réagir à différentes choses. Ça m'apparaît plutôt évident que depuis qu'on a... que les femmes... je vais lâcher le mot féministe pendant quelques instants. Depuis que les femmes ont fait « Hey, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on fasse quelque chose, les filles. Là. On est en train de se faire avoir. On est en train de vivre tout ce que vous avez décrit. » Et qu'elles ont donc décidé de se mettre ensemble pour trouver des façons de résister à cette oppression. Un moment donné, le mot féministe est apparu, puis là, on s'est reconnu là-dedans. Et considérant que ça faisait quand même quelques siècles et quelques millénaires que les rapports de force étaient inégaux, on a eu dans une première phase un grand besoin de faire ce travail-là entre nous, juste entre femmes. Hein. C'était une question de survie, un peu comme les Autochtones n'ont pas envie qu'on se mêle de contribuer, oui, on peut trouver avec ça, mais de définir avec eux autres, et même surtout pas pour eux autres, de leurs revendications, etc., etc. Il y a là-dedans un réflexe qui, pour moi, est sain. Et c'est la même chose, les classes populaires, c'est la même chose, toutes les oppressions, on a à un certain moment donné ce besoin-là de se réunir pour comprendre. Hein? C'est pour qu'on ait tout l'espace de pouvoir s'exprimer et d'essayer de comprendre ensemble. À partir du moment où on a fait ça, c'est évident que là, toute la question des privilèges dont il a été question, dans n'importe quelle oppression d'ailleurs, toute oppression exige de l'oppresseur ou de la situation qui oppresse, je te dis back et off tantôt, de se reculer parce que ça se partage. C'est une question de partage de pouvoir. Donc, si je domine par mon partage de pouvoir parce que j'ai la peau blanche, j'ai la peau noire, il va falloir que je prenne acte de ça puis que je back off sur un certain nombre d'affaires. Même chose dans le rapport de genre. Mais c'est évident que les préjugés, eux autres, font un travail monstre. Tu sais, moi, je me souviens, je suis un petit peu plus âgé que plusieurs personnes ici, quand on parlait des féministes, on disait, c'était évident, vous n'avez pas l'époque des années 60, 70, si tu étais féministe, tu étais lesbienne. C'est évident. Et ça, c'est une façon d'attaquer ce mouvement qui tente de se sortir de l'oppression, parce qu'à l'époque, c'était une tare d'être lesbienne. Aujourd'hui, en tout cas, on pourra en reparler. Mais ceci étant dit, ce qui était dur comme féministe lesbienne, c'était d'entendre mes sœurs féministes qui disaient « Oui, je suis féministe, mais je suis surtout pas lesbienne, par exemple. » OK? Mais ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, j'entends plus ça. J'entends, oui, que les féministes sont des lesbiennes, des mal baisées, en tout cas, vous connaissez comme moi. Mais je ne sens plus, je n'entends plus cette désolidarisation
parce qu'on a cheminé, puis on a fait du chemin. Moi, je suis toujours extrêmement touchée, et ça, c'est quelque chose que je vis à Québec solidaire, d'entendre des hommes, comme dans le témoignage que tu nous as fait tantôt, ou les gars qui ont pris la parole avant, d'entendre les gars exprimer comment l'abolition, la déconstruction du patriarcat est libérateur pour les gars. Ben c'est évident. Le patriarcat concède un certain nombre de privilèges aux hommes, certes, mais il y a toute la merde qui vient avec aussi, non? Hein? Alors ça, il y a 60 ans, là, il y a 40 ans, c'était pas des choses qu'on entendait. Ouais, peut-être quelques rares hommes, mais dans une assemblée publique comme ce soir, là, on n'entendait pas ça. Alors on chemine. Puis j'aime bien ta pensée, puis merci de ta contribution, de dire, bon, est-ce que, dans le fond, on n'est pas rendu dans une phase du développement du mouvement des femmes, dans lequel c'est important qu'on se divise pour mieux, ben c'est important, voilà l'état de fait, nous sommes divisés pour mieux lutter. C'est possible, moi je vais avoir besoin d'y réfléchir très sérieusement, parce que ma pratique, mon expérience m'a plutôt enseigné que quand on se divise, généralement on s'affaiblit. Mais peut-être que le féminisme m'apprendra autre chose. Moi, je suis bien ouverte à être prête à réfléchir là-dessus. C'est vraiment la première fois que j'entendais ça. Le problème, c'est que souvent, quand on est divisé, on passe plus de temps à dire, comme féministe, comment on est différente, que d'essayer de changer le reste. Puis ça, c'est pareil pour la gauche. La gauche, on est pareil. La gauche, moi, on dit qu'on est bon pour se dire comment la virgule n'est pas à bonne place. Puis pendant ce temps-là, à droite, nous ramasse de partout. En tout cas. Mais je suis prête à y réfléchir parce que c'est vrai que je considère que la diversité, c'est une force. Alors, c'est comment on peut être en diversité, non pas divisé. Et moi, je pense qu'une des choses que j'ai appris, quand je vous ai dit tantôt, en toute humilité, que oui, un jour, j'ai découvert qu'il y avait des féministes de droite. Ça a été un choc. Mais ce qui a été mon apprentissage, c'est pas de leur dire qu'elles n'étaient pas correctes. Ça, c'était d'être dans un rapport égalitaire. Ça, c'était de reconnaître l'intelligence de la contribution. L'utilisation du terme, est-ce que, comme gars, ben ça aussi, je pense qu'on chemine beaucoup. C'est-à-dire que, puis là, je me risque, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup, mais, tu sais, pour moi, je l'ai dit d'entrée de jeu, le féminisme, c'est une paire de lunettes. Ben oui, c'est sûr, tu sais, que je peux partager ma paire de lunettes avec tout le monde. Je peux être socialiste, que je sois un homme, une femme ou une personne sans genre. Est-ce que je peux être féministe et être une personne sans genre? En 2014? En 1970? Non. En 2014? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, ça me fait du bien de réfléchir avec des gars qui vivent l'oppression du patriarcat et de se demander comment on va le déconstruire. Parce que oui, actuellement, il y a peut-être ce courant de femmes qui disent « je ne suis pas féministe », puis ça serait très intéressant de leur poser des questions. Il serait très intéressant de voir elles sont où dans le cheminement, parce que je me souviens des années 90, on disait « oh ouais, attends qu'ils commencent à travailler pour avoir des enfants. Tu vas voir, ils vont devenir féministes. » Hein? Je vois des plus âgés qui font ça, tu sais. Ben, je sais pas, peut-être que ça aussi, c'est en train de changer. Et j'en doute pas, parce que les féministes, justement, au nom d'une déconstruction patriarcale, ont revendiqué l'assurance parentale, la caisse d'assurance parentale. Et ça a permis quoi? Ça a permis à plein de gars, enfin, d'être en lien avec les enfants. Ben, les féministes n'ont pas gagné pour elles. Oui, bien sûr. Mais aussi pour faire en sorte que nos enfants aient accès aussi à leur père. Parce que c'est important. Puis c'est ensemble qu'on va le déconstruire, ces affaires-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, et là, pour moi, tu sais, tout le mouvement actuellement de dénonciation des violences sexuelles dans l'ordinaire qui se fait actuellement dans les différents médias, y compris sociaux. C'est sûr que comme féministe, qu'on soit une féministe genrée féminin, masculin ou whatever, c'est sûr que c'est interpellant. Puis c'est sûr que, parce qu'on les a, je dirais comme femmes féministes des années 40, 50, 60, on les a gagnées, les lois. On a des lois qui protègent ça.
On a des trousses médico-légales pour... on a gagné beaucoup de choses. Mais Christ, ça ne marche pas. Encore de façon importante dans les rapports sexuels, il y a un rapport de domination homme-femme où là, les femmes se sentent encore le besoin de se libérer. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas aussi, qu'il n'y a pas de gars qui ne sont pas victimes d'agression, qui sont... Attendez, je recommence. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais maintenant, le poids des statistiques parle. Et c'est ça, le rapport de domination. Moi, sincèrement, là, en matière d'agression sexuelle, là, il y aurait vraiment des questions à se poser. Parce que quand on parle, par exemple, de pédophilie, comment ça se fait que dans une tête humaine, ça peut se passer, ça? Ce rapport de pouvoir-là entre un adulte et un enfant. Comment ça peut se passer entre un homme et une femme? Bon. Mais ça fait juste me dire que les féministes, et c'est peut-être un peu divisé qu'on va réussir à trouver les réponses, c'est que c'est clair que les féministes des 50 dernières années, on a trouvé des réponses légales, on a trouvé des groupes de support, on a trouvé qu'on soit indemnisé pour les actes pour les personnes victimes de violence. Mais ça continue. Alors, on a encore une job de patriarcat à faire, de déconstruction, on entend. Et puis peut-être que là, de le travailler main dans la main avec peu importe le genre féministe, mais qui met cette lunette-là pour essayer d'analyser la situation, peut-être qu'on va réussir à faire un pas de plus. Je vais juste rebondir très vite là-dessus. Avant de vous passer le micro, là, je me sens comme mal d'être assis ici en avant puis de vous parler, là, mais j'aimerais mieux être assis dans la salle à vos côtés. Mais à ce niveau-là aussi, je pense que c'est très important justement de venir comme se poser la question de... Il y a beaucoup justement d'hommes qui vont se dire féministes, pro-féministes, même de femmes qui vont se dire féministes. Mais c'est bien beau de dire ce titre-là, mais c'est aussi dans nos pratiques que ça va paraître un moment donné. Se dire féministe, juste pour dire féministe, si dans tes pratiques, si dans la vie de tous les jours, tu n'as pas des comportements féministes, c'est seulement un beau titre comme ça. C'est quelque chose qu'on a vu surtout, par exemple, dans les vagues des dénonciations des agressions sexuelles des semaines passées. Je pense que ça a fait réfléchir aussi beaucoup d'hommes, de femmes sur leurs rapports, que ce soit des rapports sexuels, leurs relations aussi, que ce soit des relations amoureuses. Puis moi, j'ai même vu justement comme des gars dans mon entourage réfléchir très fortement sur les agissements qu'il y avait eu avec d'autres femmes, qui sont venus voir des femmes qui leur ont dit « Hey, excuse-moi, cette situation-là, t'étais-tu confortable? » Puis qui ont pu en discuter, qui ont pu justement venir remettre en question tout leur comportement. Puis je pense que aussi, autant que ce mouvement-là a réveillé des blessures, a réveillé des violences, a réveillé aussi plein de choses lettres, mais de voir qu'on se pose ces questions-là, puis de voir que la discussion sur les agressions sexuelles, on est capable de l'avoir sur la place publique, et que ce n'est pas chaque femme qui doit porter le poids de ce qui lui est arrivé, puis qu'on est capable d'en parler justement et de le dénoncer comme ça, ben déjà ça c'est un pas, tu sais. Que genre, la première page de la presse du Devoir, du Huffington Post cette semaine, c'était les dénonciations d'agressions sexuelles. Pour moi, ça me fait dire que la peur doit changer de camp, puis ça doit pas être nécessairement aux femmes de porter justement ce poids-là, puis qu'enfin, comme, faut se trouver le moyen justement d'aller en parler. On a parlé aussi là, tantôt de justement, c'est quoi la place des hommes dans le féminisme et tout ça. Est-ce que, par exemple, moi, il y a une situation qui me fait beaucoup réfléchir, puis je vais vous laisser là-dessus, là. Quelle est la place des hommes dans le féminisme? Est-ce que les hommes ont besoin de se faire donner une place dans le féminisme? Ou ils doivent prendre la place qu'ils ont déjà dans la société et faire en sorte que ces espaces-là deviennent féministes? Je me promène avec le micro, là. Je vais avec les gens qui n'ont jamais parlé encore. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Marche-tu? Oui, marche. Merci. En fait, on parlait tout à l'heure là, d'être pro-féministe, ou on est-tu féministe, on ne l'est pas. Moi, je me remets dans le contexte du congrès de l'ACI, le dernier congrès qu'il y a eu, où est-ce qu'on a eu une espèce de... En fait, on a eu un caucus non mix, où on s'est fait poser la question « Êtes-vous pro-féministe? » Et sans y avoir répondu, j'ai quand même réfléchi sur la question, puis j'en suis venu à me dire « Est-ce que je suis pro-féministe? » Non, je suis féministe. Puis pourquoi je me dis pas pro-féministe, mais plutôt féministe, c'est que pour moi, le féminisme est un combat qui doit être mené par tous. Et de dire que je suis pro-féministe, c'est dire oui, je reconnais que le combat existe, faites-le.
dans le fond, moi, je me dis pas pro-féministe, je me dis féministe parce que j'ai le goût d'embarquer dans cette lutte-là. Puis comment je peux le faire, moi, en tant qu'homme, c'est justement en essayant de contrôler un peu mes rapports de domination qui se présentent dans divers contextes. Par exemple, les fois où je vais couper la parole à une fille, puis que je me sentirai pas mal. Mais quand un gars, je vais dire « Excuse, man », tu sais, c'est ces fois-là où je vais essayer de me rendre compte « Non, non, je peux pas faire ça, effectivement ». Ou que quelqu'un va être en train de raconter une histoire, une fille, puis je vais continuer son histoire à sa place. Ça, c'est des espèces de petits gestes qu'on se rend pas compte, mais qui s'inscrivent vraiment dans une espèce de logique de combat, d'égalité un peu, si on veut. Puis moi, c'est plutôt cet exemple-là qui me marque justement sur quel rôle l'homme a et qui ne se rend pas compte. Je prends l'exemple d'une fille qui est dans un groupe de gars et qui dit « Hey, écoutez, les gars, j'ai l'impression que quand je parle, je suis plus ou moins écouté, que mes propos ont l'air de ne pas avoir rapport, on me coupe, tout. » Les gars sont comme « Ben non, voyons, tu capotes, c'est pas de même que ça se passe. » Qu'un autre gars le prend la parole et dit « Ouais, j'ai remarqué un peu la même affaire, que les gens se retournent vers lui et font « Ouais, t'as peut-être raison. » Tu sais, c'est le genre de situation qu'on remarque qui prouve à quel point le féminisme est pertinent. Puis c'est pour ça que je me considère féministe, puis je vais lutter à ma façon. Puis cette façon-là, c'est en éliminant mes espèces de rapports de domination que j'applique au quotidien. Puis heureusement, je m'en rends compte pour certains. Puis si j'en ai d'autres, ben donnez-moi une plaque dans la face. Dans le fond, j'aimerais aussi attirer la discussion sur le féminisme dans le milieu militant ou dans les milieux traditionnellement féministes. Par exemple, moi je suis, en fait je m'appelle Audrey, je vais me nommer, puis je suis en philosophie et sciences politiques. J'étais en 3e année, puis dans mon parcours, j'ai eu que 2 profs femmes. Puis là, je suis associée avec la faculté de philosophie, puis on regarde des profs femmes. C'est sûr que la philosophie puis les sciences politiques, c'est des milieux traditionnellement hommes. Bon, je m'en vais là-dedans, moi, dans ce bac-là, puis là, je me dis, bon, je regarde autour, puis ce que j'ai l'impression, c'est que lorsqu'on parle des femmes professeurs dans ces milieux traditionnellement hommes, c'est comme, ah, c'est une femme forte, tu sais. On le dit, puis je me surprends à le dire. Je dis ça avec les autres. Tu sais, pourtant, on ne dit pas qu'un professeur homme est un homme fort, tu sais. Puis, pourtant, on en parle, puis là, on dit... Je parlais d'une de mes professeurs, puis je me suis surpris aussi, dans le courant de la discussion, on parlait justement des profs femmes au sein de la faculté de philosophie. Puis, on disait, ah, elle est toujours bien habillée, elle est toujours bien... tu sais, puis pourtant, c'est une femme, puis je vois ces femmes-là justement comme des superwomen, tu sais. Puis je trouve ça bizarre d'en arriver là, puis d'avoir eu cette réflexion-là, parce que je me dis, pourtant, je me considère féministe, puis les personnes qui étaient autour de moi, avec qui je parlais, c'est des personnes totalement féministes, militantes, contre les inégalités sociales, mais on voyait encore la femme, ou du moins ces femmes-là, comme des êtres fortes. Tu sais, c'est pas que des êtres, c'est des femmes qu'on juge d'un œil autre, puis on devrait s'intéresser à la façon dont on juge ces personnes-là, qui est différente d'avec les autres professeurs qui sont masculins. Un, deux, bon. Moi, je vais aller un peu dans des propos contraires à la lancée qu'on propose ici, là, parce que moi, personnellement, je ne suis pas féministe. Parce que je ne crois pas qu'il faut nécessairement être féministe pour être pour l'égalité des sexes. Parce que je ne crois pas que la domination par la société qui est soi-disant patriarcale et unilatérale. Je crois qu'il y a des femmes qui dominent des hommes autant que des hommes dominent les femmes. Puis je pense que ce système-là fait autant de victimes hommes que femmes. Parce que si on regarde, par exemple, les sans-abri sont majoritairement des hommes. Les victimes de meurtre sont très majoritairement des hommes. Je pourrais sortir d'autres statistiques, mais je ne me suis pas vraiment préparé. Là. En fait, c'est juste ça que je voudrais amener, c'est que très souvent, quand j'écoute des propos féministes, je me sens pas nécessairement inclus. Parce qu'on ne parle pas vraiment du statut de l'homme, en fait. On parle souvent de la femme qui a opprimé, mais on ne parle pas nécessairement du statut des hommes. Oui, bonsoir. Julie Jolicoeur, je suis de la FEAS,
Saint-Jean-Chrysostome. Nous, à la FEAS, ça fait, dans 2 ans, ça va faire 50 ans que c'est un mouvement qui existe. C'est Action féminine, éducation, action sociale. Nous, on travaille beaucoup sur l'éducation. Ce qu'on veut faire, c'est d'éduquer les femmes, leur montrer, les renseigner sur leurs droits, sur tout ce tout ce qu'une femme peut aller chercher comme aide, comme vous parlez tantôt de la vie municipale. Cette année, c'est Citoyennes averties. On essaye de nous impliquer, d'impliquer les femmes dans la vie politique. Aussi, pour tout ce qui a trait à l'avortement, la cause travail-famille, on a travaillé beaucoup sur la charte de mourir dans la dignité, pardon. Et je pense que fondamentalement, si on veut faire avancer la cause du féminisme et que les gens puissent comprendre c'est quoi, qu'est-ce que les femmes veulent, ça passe vraiment par l'éducation. Il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement qui se fasse pour aller chercher, aller renseigner, que ce soit dans les écoles, que ça peut commencer au secondaire, au cégep, à l'université. Puis je vois qu'ici à soir, il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont au courant, puis que je suis contente de voir, de constater que vraiment, il n'y a pas juste la génération des 45 ans, 50 ans, 60 ans qui sont impliqués et puis qui comprennent c'est quoi le rôle de la femme dans la société. Alors, c'était mon commentaire.